Bonjour mes petits farfelus et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et je suis accompagné de la pétillante Hélène. Oh wow, pétillante. Est-ce qu'on manque de vocabulaire pour appeler notre auditoire? Il n'y a jamais assez de mots, on peut toutes les dire, je sais pas. Pourquoi t'as pas aimé ça? Je sais pas, on dirait que t'as comme hésité avant de dire petit farfelu. On dirait que ta face, ça te disait comme, je vais-tu vraiment dire ça? Ah merde, j'arrive, là je l'ai dit, puis là tu l'as craché. Oui, effectivement, c'est là que je me suis rendu, mais c'est pas grave. L'important, c'est que les gens, ils aiment ça, peut-être. En tout cas, c'est pas très grave. De quoi on parle aujourd'hui, Hélène? On va parler d'un sujet très joyeux. C'est pour ça qu'il fallait commencer de façon genre « Hey, mes farfelus! » On va parler des impôts, de mon côté, en tout cas. Oh yeah, mais encore? Est-ce qu'on peut... Non, j'en dis pas plus. OK, mais il y a un bout de le fun par rapport aux impôts. Oui, mais j'en dis pas plus. L'histoire, puis d'autres affaires. Je sais pas. On verra. Ah, c'est fatigant on traversera le pont rendu à la rivière. Ah, si, ouais. OK, moi, je vais parler aussi de système bancaire, comment ça fonctionne les banques, mais aussi, surtout, comment ça se fait que les pays sont tous endettés puis que le système fonctionne pareil. Fait que c'est l'épisode un petit peu « Salut à toi, jeune entrepreneur, voici comment faire 10 000 $ par mois en travaillant 5 heures. » Oui et non, c'est plus épisode « Hey, OK, je comprends un peu mieux le monde autour de moi, mettons. » OK, je comprends. Ben, avant de comprendre le monde autour de soi, on va lancer le générique. Yes. Ah, mars, le retour des sentiers boueux, des faux espoirs de journée chaude et des impôts, hein. C'est justement de ce dernier élément dont j'ai envie de te parler parce que, I guess, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ben, je sais pas, tu m'as pas dit qu'est-ce que t'allais dire par rapport aux impôts, fait que ça se peut, je pleure. Ça se peut que tu pleures, mais justement, te méprends pas, là, Will, je suis pas là aujourd'hui pour t'apprendre comment faire les impôts parce que... C'est moi qui les fais à chaque année, pas toi. C'est exactement ça! C'est toi qui fais nos impôts à chaque année. Mais il y a tout de même des choses quand même vraiment fascinantes à dire sur le sujet, je dois dire. OK. Le sujet comme tel, j'étais comme, OK, on va explorer ça. Je suis pas sûre trop, mais non, j'ai trouvé des petites pépites. Parfait. On va faire un petit historique, là, évidemment. Un des premiers impôts qui a vu le jour et que tu connais sans doute, c'est la dîme. On dirait que j'avais jamais vu ça comme un impôt, mais oui, c'est logique, effectivement. C'est basically un impôt, oui. Mais ce dont on a pas tellement entendu parler dans nos cours d'histoire, ce sont les corvées. Fait que fut un temps où les paysans y étaient obligés de donner des journées de travail non rémunérées à leurs seigneurs, notamment pour faire de l'entretien, de la construction de bâtiments, des trucs comme ça. Pour ça qu'on dit maintenant une corvée de ménage, mettons, genre. Entre autres. Puis la légende veut que Louis XIV limitait les corvées à 10 jours par année, mais entre toi puis moi, il y a personne qui tenait de registre, fait que si ça se trouve, c'était 365 jours par année qui étaient pas payés. Ben écoute, si tu veux que le bon Dieu t'aime... Ben c'est ça, puis s'il disait non, mettons qu'il y avait des pas pires sanctions. Hein. Ah, cool! Mais en réalité, l'impôt, là, ça remonte à bien plus tôt que le système féodal. T'as-tu une idée de quand à peu près? Égypte antique. Non, c'est pas l'Égypte. Ben, peut-être, pour une fois. Je te donne un exemple. Déjà, au 3e siècle, l'empereur Dioclétien, il avait pris une décision assez drastique pour décourager le petit peuple de frauder l'État et l'encourager, en fait, à la délation. OK, fait que quand même. toutes les déclarations fiscales relevaient désormais du domaine public. OK. Ça veut dire que tu pouvais voir si ton voisin était en règle ou non. OK. Puis évidemment, ça allait plus loin que ça. Il y avait plusieurs tactiques de pression psychologique qui étaient utilisées pour faire parler les enfants contre leurs parents, les femmes contre leurs maris ou les esclaves contre leurs maîtres. Hey, ça commence bien ton affaire, là! Ouais, c'est ça! Mais en même temps, les paysans, ils voulaient pas trop dénoncer leurs voisins parce que dans le cas où une fraude s'avérait, c'est eux qui héritaient de la terre. Fait que là, tu te dis, c'est cool, ils héritent d'une terre. Ouais, ils héritent aussi du compte de taxes qui était rattaché. Ouais, c'est ça. Fait que faut que tu sois backé dans ta poche avant, là. C'est ça. Fast forward dans le temps, qu'est-ce qu'il y en est de l'impôt au Canada? Est-ce que tu sais, ça date de quand? Je vais dire 1843. Ben déjà, le Canada, il a été créé en 1867, fait que non.
Oui, mais en Nouvelle-France. Oui, c'est ça. Non, ben je vais pas te faire l'historique complet de l'impôt parce qu'on en aurait pour des heures, puis il y a des bouts très le fun, mais il y a des bouts très barbants aussi, là, on va se le dire. Parce qu'on parle d'impôts. C'est ça. Mais il y a quand même certains moments charnières qui méritent d'être mentionnés. Fait que la plus ancienne trace d'impôt prélevée au Canada, elle daterait de 1652. Ah, puis là, ça me chicanait tantôt, ça. Non, mais et la attends, maillot. l'impôt comme qu'on connaît aujourd'hui, c'est différent. Mhm. Les habitants de la Nouvelle-France devaient payer une taxe de 50% sur l'exportation des peaux de castor et de 10% sur les peaux d'orignal durant le régime de Louis XIV. Fait que dans le fond, ils s'en calissaient des orignaux, hein? Ouais, c'est ça. Ben, I guess qu'il y avait moins de castors ou que... Non, mais je veux dire, c'était ça qui valait cher. Les orignaux, ils étaient plus en rut souvent, fait qu'ils se reproduisaient plus, fait qu'ils en avaient plus. Fait que... Non, il y avait plus de castors. En tout cas, anyway. Bref. En 1763, avec la victoire des Britanniques sur les Français, il y a d'autres produits d'exportation qui seront également taxés, comme le sucre, la brique, les jeux de cartes et les tables de billard. Hey, le plaisir, c'est taxé. C'est ça. Je pourrais aussi parler évidemment du Boston Tea Party qui a mené à la même époque à l'indépendance américaine, mais je trouve qu'on parle déjà assez de nos voisins dans les nouvelles, fait que je vais vous épargner ça. Puis de toute façon, vous l'avez tout vu dans vos cours d'histoire si vous avez fini votre secondaire. Oui, puis je vais parler d'eux anyway tantôt, fait que on peut se les skipper pour une fois. Fait que vous pouvez skipper la partie de William tantôt. Non, mais juste à la fin, là. Come on. C'est une blague. Tout ça pour dire que l'impôt sur le revenu, comme on le connaît aujourd'hui, il est apparu en 1917 au Canada. Oh, C'est quand même plus récent que ce que je pensais. Oui, non, j'aurais cru que ça existait avant la guerre. Ouais. Ben, t'aurais cru que ça existait dans les années 1840, comme tu l'as Oui, dit il y a effectivement. 4 minutes. Oui, non, ben c'était un guess de même. Même s'il n'a pas été formellement annoncé comme tel, on pensait qu'il s'agissait d'une mesure temporaire, parce que pour rappel, en 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale. Donc, Fait que justement, ils ont besoin de financement. Là. Exactement, les impôts servaient à financer cette guerre. Sauf que, ben c'est ça, là, on est en 2026, puis on paye toujours cet impôt-là. Tu vas comprendre pourquoi. Oui, évidemment, il a grandement évolué en près de 110 ans, mais certains éléments sont quand même restés d'origine, dont le principe d'autocotisation. Fait que le fait que le contribuable fait lui-même sa déclaration, c'est pas le gouvernement qui l'a fait pour lui. La partie qui a aucun sens, là, oui, effectivement. Par contre, en 1917, on avait droit à diverses déductions pour les dons faits à des fonds de guerre. OK. Puis quand je dis on, je parle évidemment des personnes imposées qui à l'époque représentaient 1% de la population. En effet, qui? Ben, c'est les personnes seules qui avaient un revenu de plus de 2000 $ par année ou les ménages qui avaient un revenu de plus de 3000 $ par année qui devaient payer de l'impôt avec un taux fixé à 4%. Les temps ont changé. Oui. Le salaire moyen, là, selon mes recherches que j'avais vues annuelles, c'était à peu près 1365 $ par année. Fait que c'était vraiment le 1%. Ceux qui payent pas de taxes aujourd'hui, c'est eux qui payaient des taxes back in the days. C'est ça, c'est un loyer d'un 3,5 à Montréal si t'es vraiment chanceux dans le fin fond de Pointe-aux-Trembles, probablement. Le nombre de personnes imposées a évidemment doublé, mais ça a quand même pris 16 ans là, pour doubler. Puis en 1946, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, là, on était rendu à 26% de la population. Donc parce qu'on a dit là, on a vraiment besoin de cash. On va redescendre les quotas, là. C'est ça. C'est justement dans les années 40 que la structure fiscale a évolué le plus, entre autres, et je cite l'Encyclopédie canadienne, pour répartir équitablement l'énorme fardeau financier de la guerre, percevoir les fonds de la façon la plus efficace possible et réduire autant que faire se peut les incidences de l'inflation. Il y a plusieurs éléments de nos déclarations aussi qui ont vu le jour dans les années 40, les crédits pour les frais médicaux, les rapports prospectifs et rétrospectifs et les retenues à la source par les employeurs, par exemple. Le gouvernement fédéral, à ce moment-là, il est la seule instance à percevoir de l'impôt, puis il y a des subventions qui sont redistribuées aux provinces. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de déclaration à Revenu Québec qui est faite. Ouais. On va y revenir plus tard. En 1957, les REER sont ajoutés. À l'époque, on pouvait cotiser jusqu'à 10% de son revenu, jusqu'à concurrence de 2500 $, évidemment. Oui. Jusqu'en 1991, il y a une série d'autres réformes fiscales aussi qui ont été créées, comme la taxe sur les produits et services qui n'existait pas avant. Mais savais-tu que Montréal a déjà eu son propre impôt sur le revenu? Non, ça gosse, juste à y penser. Genre, je suis content que ça n'existe plus. Ça n'a pas duré longtemps. Okay. En 1935, la ville de Montréal est aux prises avec d'importants problèmes financiers, sans doute liés avec le crash boursier puis l'entre-deux-guerres. Pour rappel, l'impôt provincial n'est pas en vigueur à cette époque-là. Puis selon ce qu'ils payaient au fédéral, les Montréalais devaient payer un certain pourcentage à la ville. Okay. Fait que si leur impôt il était de moins de 200 $, ils devaient payer 10% de ce montant-là.
Si c'était entre 200 et 400 $, il devait payer 15%. Et si c'était plus de 400 $, il devait payer 20%. OK. Fait que c'était en addition à l'autre, mais c'était un plus petit montant par rapport à... Ouais, c'était vraiment le pourcentage sur le montant que tu donnais au fédéral. Un pourcentage sur le pourcentage. C'est ça. Qu'en est-il maintenant du provincial? La première loi de l'impôt du Québec sur le revenu est entrée en vigueur le 1er juillet 1940 sous Adélard Godbout. Mm-hmm. On avait alors jusqu'au 31 août 1940, fait qu'on avait 2 mois, pour soumettre sa déclaration de 1939. OK. Mais comme, encore une fois, on est en contexte de guerre dans les années 40, ben, les provinces y ont accepté de céder temporairement le pouvoir fiscal au fédéral en retour d'un subside annuel. Donc, encore une fois, on revient à l'idée de... On a une déclaration fédérale, puis les provinces reçoivent une genre de subvention là, de l'État. OK, je suis pas sûr que je comprends le fait que dans le fond, Adélard, il voulait mettre en place un impôt pour provincial, le Québec. Mais vu que c'était la guerre, il a dit « Hey, le fédéral, prenez-le puis redonnez-nous le cash après. » Exactement. Donnez-nous des subventions plutôt que les gens fassent 2 déclarations. À la fin de la guerre, Maurice Duplessis est au pouvoir, puis lui, il a aucune confiance envers le fédéral qui redonne au Québec son autonomie fiscale, parce que ça devait être temporaire là, comme mesure. Après la guerre, les provinces devaient retrouver leur autonomie. Fait qu'en 1947, il instaure un impôt pour les entreprises, puis en 1954, l'impôt provincial pour les particuliers y est annoncé, et là, les Québécois sont depuis les seuls à produire 2 déclarations, une au provincial et une au fédéral. On est les seuls? Ben, en fait, c'est-à-dire que toutes les autres provinces, sauf l'Alberta, vont payer des impôts au provincial et au fédéral, mais ils vont pas faire 2 déclarations parce que c'est calculé de la même façon dans les autres provinces et le fédéral, versus au Québec, il y a des petites nuances. OK. Parce que, on est des valeureux Gaulois qui résistent bien fort. Puis l'Alberta est la seule province à ne payer que de l'impôt fédéral aussi, fait que j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles les gens veulent aller vivre en Alberta, parce que je pense pas que ce soit pour leur gouvernement ou leur... le prochain État. C'est ça. Leur philosophie. Sachez également que recevoir un retour d'impôt, ça ne signifie pas que votre déclaration va être approuvée et que tout va bien dans le pays des licornes. Hein? Effectivement. L'Agence de revenus du Canada et Revenu Québec dispose de 3 ans pour examiner votre déclaration, ce qui peut entraîner des frais si elle n'a pas été correctement réalisée. J'en ai fait les frais moi-même. Loser! Effectivement. J'avais oublié une petite ligne, qu'est-ce que vous voulez. Propriétaires d'animaux, écoutez bien ceci. Les animaux sont considérés parfois comme des personnes à charge. Fait que si votre animal y travaille, tu pourrais avoir des crédits sur sa nourriture. J'ai lu dans un article de H&R Block qu'il y a un agriculteur qui a déjà eu droit à un remboursement pour la bouffe de son chat et de son chien parce que ses animaux travaillaient à faire fuir les bêtes sauvages dans son champ de bleuets. Wow. Je suis pas sûr le chat, tu sais, comme mettons un chien de berger, j'embarque. Tu sais. Le chat qui fait fuir les souris, je sais pas trop. Ben, un chat, ça fait fuir les souris. Ouais, je sais bien, mais... Ça te les ramène aussi, là, mais bon. Comme quoi, tout est possible. Et là, qui serais-je si je ne finissais pas cette chronique sans parler des impôts et taxes les plus cocasses que ce monde ait connus, hein? C'est fou. Écoute, on a un pattern, peu importe l'épisode, chacun de notre bord. Le tien, il est clair. Tout le temps. Puis c'est ça, vous allez vous réaliser à quel point c'est fou comment l'humain peut faire preuve de créativité. On va commencer ça simple, là. On parlait de la guerre tantôt. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs États, dont la France, qui avaient besoin de renflouer leurs coffres. C'est pourquoi, en 1948, on a eu l'idée de taxer tout homme chômeur de moins de 60 ans avec un impôt de 50 000 francs, de quoi donner envie d'aller porter des CV assez vite. Oui, merci. Beau sous le cul, mon gars, là. Mais l'idée a jamais abouti. C'était apparemment trop de travail que de la mettre en place. Ça, c'était l'idée d'un chômeur. Oui. Tu connais Alexandre Legrand? Oui, il était grand. Connais-tu Pierre Legrand? Dans le fond, ça n'a aucun rapport, tout ça. Il n'y a aucun lien entre les deux. OK, cool. Pierre, c'était un tsar de Russie qui, en 1704, a décidé de taxer les barbus. Pourquoi, me demanderas-tu? Cet impôt, il avait pour but de moderniser le pays en s'inspirant de la mode occidentale parce que, oui, quoi de plus moderne que les petits Européens imberbes? Eh bien... Bien évidemment, le montant à remettre à l'État dépendait du statut social. Hein. Les ultra-riches devaient payer jusqu'à 100 roubles par an, soit l'équivalent d'environ 1,72 $ aujourd'hui. Fait que les barbes n'ont pas la même valeur selon si t'es riche ou pas. Non. Ben, si t'étais plus pauvre, c'était moins. Là. C'était comme un demi-copec. Bref, d'après la légende, oui, il y aurait eu des cas de rasage en public.
Heureusement pour eux, les prêtres orthodoxes n'avaient pas à se conformer à cette nouvelle loi, ce qui aurait été ironique étant donné que le poil facial, c'est un petit peu un symbole de foi. Hein. On imagine Dieu avec une grande barbe, fait que les représentants de Dieu... ben mince. Ouais, c'est ça. Il y a la petite moustache à Dali, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Détail intéressant, Henri VIII, ce cher roi d'Angleterre, avait instauré une taxe similaire en 1535 que sa fille avait amendée pour rajouter la longueur de la barbe comme paramètre à considérer. Fait que si tu t'étais pas rasé depuis 2 semaines, tu devais payer plus. Si ta barbe était plus longue ou versus si c'était un bouc, c'était pas le même montant. C'est bon qu'il y aurait du monde malheureux de nos jours. Hein? Oh, mais restons en Angleterre, dont les gouvernements ont trouvé de multiples stratagèmes pour récolter l'argent des contribuables. Okay. Pendant un certain temps, à partir du 17e siècle, les citoyens étaient imposés sur le nombre de cheminées de leur logement, ce qui était aussi le cas en Pologne. Résultat, les gens reliaient plusieurs foyers à une même cheminée, les cachaient derrière des faux murs ou s'en passaient complètement en laissant passer la fumée par les fenêtres, ce qui causait des asphyxies à n'en plus finir. Ouais, des petites affaires là, qui sont pas vraiment très importantes. C'est ça. Là. Fenêtres qui ont elles-mêmes été taxées aussi, oui. pas longtemps après. Ça, cette histoire-là, je la connais. Et donc, souvent condamnées, ce qui limitait l'accès à la lumière en plus de contribuer à la propagation de maladies comme la tuberculose. Mais tu sais, c'est correct. On a aboli cet impôt-là qu'on appelait aussi la taxe sur l'air et la lumière en 1851, soit 150 ans et des poussières plus tard, quand on a compris que c'était peut-être pas top pour la santé publique. C'est mieux de se rattraper plus tard, mais je me souviens plus si c'est là ou c'est en Espagne, je sais pas, mais il y a des villes et des endroits où il y a beaucoup des fenêtres dessinées. Oui. C'était à cause de ça, c'était que genre ils voulaient donner une impression que leur maison n'était pas vide complètement en avant, puis mais ils voulaient pas rajouter des fenêtres. Oui, c'est relié à ça. Puis là, tu sais, je t'ai parlé de l'Angleterre, mais il l'a eu dans plusieurs pays d'Europe, cette taxe-là. Il y a certainement plusieurs raisons pour lesquelles on ne porte plus de perruques comme on le faisait au Moyen-Âge, mais l'une d'elles pourrait être la taxe qui a été instaurée en 1795, qui concernait les perruques et ou la poudre qu'on mettait pour protéger les perruques. Non, mais on s'entend que ça n'a aucun crise de sens de quoi on parle depuis 5 minutes. Là. C'est pas fini. Évidemment, les membres de la famille royale n'étaient pas touchés par cette mesure fiscale. Non, c'est eux qui taxent. N'empêche, elle a mené à la lente agonie de cette mode capillaire puisqu'elle a été abolie en 1869, donc à peu près 75 ans plus tard, faute de personnes chez qui percevoir cet impôt. Genre, on est passé de comme 140 000 personnes qui portaient des perruques à 997. Fait qu'on a fait, bon, c'est plus nécessaire. Comment prouver ta richesse au 19e siècle, Will? Avec une belle montre de poche. Non, en possédant un piano. Ah oui, effectivement, ça a du sens. Ça, l'État français l'a bien compris tellement qu'ils ont mis en place une taxe de 10 francs par piano. Pas si pire, c'est pas si pire. En même temps, 10 francs à l'époque, c'est quand même beaucoup. Hein? Oui, mais mine de rien, là, le gouvernement il a tout de même réussi à récolter 5 millions de francs en un an avec cette initiative. Il y avait du piano au pied carré. Il y avait du piano au pied carré. Maintenant, la partie où on devient tout d'un coup un petit peu moins fier de notre mère patrie. Disons-nous les vraies affaires, à plusieurs reprises dans l'histoire du Canada, on a été témoins et surtout protagonistes d'épisodes racistes. Ici, je te parle pas des Autochtones, mais bien des Chinois qui ont commencé à s'installer au pays au courant du 19e siècle. La plupart travaillaient sur les chemins de fer du Canadian Pacific, comme j'en ai parlé dans l'épisode 39 sur l'origine du pâté chinois. Que je vous invite évidemment à aller écouter si ça vous intéresse. Eh bien, en 1885, le gouvernement canadien il a mis en place une taxe d'entrée. Toute personne chinoise qui souhaite immigrer devait payer 50 $, ce qui est énorme, là, 50 $ à l'époque. En 1900, elle devait payer 100 $ et en 1903, le montant déboursé avait grimpé à 500 $. Cette taxe-là, elle a seulement été abolie en 1923. OK, quand même. Fait que comme un visa à payer pour dire, genre, tu veux venir travailler au Canada, paye ton entrée, genre, essentiellement. Là, ce qui est un peu terrible. C'était vraiment parce que les Canadiens étaient racistes envers la population chinoise, là. Probablement. Chose qui a-t-elle changé? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que c'est eux qu'on déteste le plus, là. Non, mais... Oh, exclut la personne qui parle, là. Excusez, là. Ouais. Le Canadien moyen. C'est ça. Ouf. Plus récemment, en 2010, la ville d'Essen, en Allemagne, a créé un impôt bronzage qui touche tous les propriétaires de solarium. Okay. Fait qu'on parle d'une somme de 20 € par mois par appareil. Parce que je pensais qu'il arrivait avec genre un slider, là, genre de dire comme t'es-tu bronzé, t'es pas bronzé. Bon, moi, t'es démarcation. C'est déjà moins pire le solarium. Là. On était raciste dans les années 1800, mais là, ça serait next level.
Comme le mime de Family Guy, en tout cas. De son côté, le Danemark a ajouté en 2011 une taxe sur les matières grasses comme l'huile et le beurre pour inciter la population à faire des choix plus santé à l'épicerie. Ben ça, je suis pas con. Je suis pas con. Un peu dans le même registre, en 2012, le sénateur français Yves de Digny avait eu l'idée d'instaurer la taxe Nutella, un impôt sur les importations d'huile de palme, mais la proposition, elle n'a jamais été adoptée par l'Assemblée, fait que le Nutella n'est pas taxé. Et on continue de détruire l'Amazonie. Exactement. Reculons dans le temps. T'as certainement déjà entendu l'adage comme quoi l'argent n'a pas d'odeur? Oui. Ben, cette fameuse phrase-là, elle tire ses origines d'une taxe imposée par l'empereur romain Vespasien au 1er siècle, et ça concernait l'urine. Il me semble que j'ai entendu ça, ça reste comme dans les rumeurs, mais que c'est... En tout cas, je l'ai vu dans plusieurs sources là, dans lesquelles j'ai cherché, fait que je prends pour acquis que c'est l'hypothèse la plus plausible. Ouais. Sans être complètement certifiée parce que ben je peux pas remonter dans le temps non plus. Durant l'Antiquité, l'urine valait de l'or. Elle était reconnue pour posséder des propriétés thérapeutiques et désinfectantes. Hein. On l'utilisait parfois pour faire des bains de bouche. Mm-hmm. D'une pierre deux coups, Vespasien il a obligé l'utilisation des latrines publiques, donc des toilettes publiques, ce qui permettait à la fois de s'assurer que la ville de Rome sente meilleure et de collecter l'urine aussi que les teintureries utilisaient à cause de sa teneur riche en ammoniac. Ah, c'est ça. Je l'ai lu dans mon livre sur les couleurs. Exact. Mais Titus, le fils de Vespasien, il trouvait ça plutôt dégueulasse de prélever de l'argent sur des déchets humains. Fait que c'est là que son père lui aurait mis sous le nez la première récolte de cet impôt-là, donc l'argent qu'il avait récolté, en lui demandant si cet argent-là sentait mauvais. Et de là, la maxime est venue comme quoi que l'argent n'a pas d'odeur parce que l'argent ne sentait pas mauvais comme tel. Passons de l'odeur au bruit. Je pense que celle-là, tu vas particulièrement l'aimer. En 1855, la France impose une taxe aux propriétaires de chiens dans le but de limiter leur multiplication et de combattre la transmission de la rage. Sauf que, c'est pas tous les maîtres qui déclarent avoir un petit pitou à la maison. Fait que la solution que l'État a trouvée pour les démasquer, c'était d'engager quelqu'un pour aller japper devant les portes de maison une fois la nuit tombée. Parce que, c'est sûr que les chiens allaient répondre de ça. Puis cette taxe-là, elle a été retirée en 1971. Ça me dit quelque chose pour vrai, mais l'image est absolument incroyable. Enfin, ça peut sembler ironique, mais dans plusieurs États, les prix Nobel sont considérés comme un revenu. Donc, ils sont taxés. Fait que, ça, c'est cave. Ouais, t'as beau apporter dans les plus grands bienfaits de l'humanité, comme le prétendait Alfred Nobel, en ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts, comme le disait Benjamin Franklin. Eh oui! Et c'est là-dessus qu'on se laisse pour ta partie. Oui, non, ça va, c'est pas fini. On n'a pas fini, les amis, parce que dans le dernier épisode, je niaisais sur le fait que je choisissais toujours des sujets compliqués et c'est pas aujourd'hui que ça simplifie, en tout cas pour moi. Parce que on va parler du monde de la finance, puis pour vrai, moi, c'est un milieu où j'ai eu beaucoup de difficultés à l'université et dans la vie. Mm-hmm. Mes cours de finance, j'ai pas eu des excellentes notes. J'ai passé à 35% parce que la moyenne était genre de 38. Fait que on parle de ce niveau-là. Mais je voulais surtout me concentrer sur un élément qui me gosse depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps que les pays sont endettés de plusieurs milliers de milliards. Là. Ouais. Puis tout fonctionne comme si de rien n'était. C'est à qui doivent cet argent-là? Comment ça marche? Comment ça, toi, t'es pas en train d'exploser partout? C'est ça, comment ça qu'on n'est pas déjà mort? Je comprends rien. Fait que aujourd'hui, l'objectif, c'est de démêler tout ça, Hélène. OK. Du moins... Essayer de la façon que je comprends la chose. De façon simplifiée, encore une fois, là, comme toujours, parce que il y a plein de petites nuances à gauche, à droite. Fait que je vais y aller à coup d'exemples puis de contre-exemples pour essayer qu'on ait une image plus globale. Mais pour ça, il faut quand même commencer par la base, c'est-à-dire comment ça fonctionne les banques. Ouais. Parce qu'avant de parler des pays, il faut comprendre comment ça marche l'argent. Oui, complètement. Hein? On s'entend? Fait que le premier concept important qui va nous servir plus tard, c'est que les banques, c'est pas des gros coffres-forts remplis d'argent comme dans un vieux Lucky Luke depuis bien longtemps. Parce que pour qu'une banque soit rentable, elle va faire des prêts. Parce que ça fait juste prendre ton argent, le mettre dans un coffre, elle fait pas d'argent. Puis non, c'est ça. Elle a fait de l'argent sur les intérêts. Là. Exact. Fait que tout dépend des lois dans les différents pays, mais une banque se doit typiquement de garder environ 10% de l'argent qui est déposé. OK. Fait que, mettons,
tu déposes 10 000. Ils doivent garder 1000 $. Ouais. Oui, oh boy, les mathématiques sont difficiles aujourd'hui. Non, mais j'étais comme, j'enlève un 0, mais là... non, t'enlèves 9 000 qui vont pouvoir, mettons, donner en tant que prêt à une entreprise. Ouais. Puis faire de l'intérêt là-dessus. Et là, c'est le bout qui devient compliqué. Là, on commence tranquillement. Là, je vais y aller avec un exemple relativement simple par rapport à la suite. OK, je suis concentrée. Cette entreprise-là donne 1000 pièces à chacun de ses employés. Ouais, fait qu'ils ont 9 employés. Mettons que c'est C'était 9... ça la question. Non, ces 9 employés-là, ouais. Ils reçoivent 1000 pièces. Ils peuvent aller le déposer à la même banque. Ah ouais. Fait que la banque, elle gère à la fois... Elle garde 100 $, puis là, elle garde 900... elle redistribue 900 $, à chaque fois. Du coup, la banque gère à la fois ton 10 000, le 9 000 de prêt et le 9 000 qui a été déposé par les employés par la suite. Ouais. Puis ce 9 000-là, ils peuvent leur prêter à du monde. Ben, ouais. Ils vont prêter, mettons, 8 000. Ah, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Fait que le système, quand tu le regardes de ce point de vue-là, il fonctionne juste parce que personne décide d'aller retirer tout son argent en même temps. Parce que ça va dans tous les sens. Oui, parce que sinon, ça marcherait pas. Sinon, c'est ce qu'on appelle une panique bancaire. Ouais. Un des meilleurs exemples de ce type, c'est la Grande Dépression. Parce que tout le monde est allé retirer leur argent des banques parce qu'ils avaient peur de tout perdre parce que tout est en train de crasher. Mais ça a le fait qu'il y a eu des centaines de banques qui ont fait faillite pendant la Grande Dépression. Mm-hmm. Mais là, je dis ça, mais c'est quand même plus compliqué que ça encore. Ben là, c'est sûr. Là. Parce qu'il existe deux types d'argent. On le voit un peu indirectement dans l'exemple que j'ai donné avant. Mais il y a l'argent comptant puis l'argent qu'on va dire bancaire, par exemple. OK. L'argent comptant, c'est l'argent qui est fabriqué par les banques centrales. Là. Donc, l'argent imprimé, le papier. Oui. Fait que la Banque centrale, c'est comme la Banque du Canada ou encore il y a la Réserve fédérale pour les États-Unis, par exemple. Ouais. Ces institutions-là, ils ont pour rôle de s'assurer que notre système financier et monétaire reste stable puis il ne s'écrase pas complètement. Fait qu'ils vont contrôler la quantité d'argent qui est imprimée pour essayer de faire fluctuer ou au moins maintenir la valeur monétaire. C'est eux qui font en sorte que notre dollar est faible? C'est pas eux qui font en sorte que notre valeur est faible. Ils essayent qu'il soit fort, là, mais ils essayent qu'ils perdent pas de valeur plus que ça, essentiellement. Puis c'est eux aussi qui vont établir le taux directeur. Là. Tu sais ce qu'on entend tout le temps, là, le fameux taux directeur, ce qui est le taux que les banques commerciales, donc les banques avec qui on fait affaire, non, c'est le taux auquel ils peuvent se prêter de l'argent entre elles. C'est pas genre... Ouais, parce que essentiellement, là, les banques sont tout le temps en train de se pitcher de l'argent. Parce que, mettons que tu fais un transfert d'une banque à un autre, là, il y a un temps de délai entre les deux, fait qu'il y en a un qui va prêter à l'autre, puis il y en a un manque de liquidité aujourd'hui parce que tout le monde a retiré de l'argent, fait qu'il va demander un prêt d'une journée à l'autre banque, puis là, le lendemain, ça va être l'inverse. C'est un gros système de tout le monde se prête à tout le monde. C'est un shit show quand même assez complexe. Fait que quand le taux directeur monte, les banques vont augmenter les taux pour les hypothèques, les prêts, les cartes de crédit, histoire que les gens empruntent moins puis ralentir l'économie. Ouais. Ça, c'est quand tout est en train de faire de l'inflation, versus à l'inverse, quand l'économie ralentit, ils vont faire baisser le taux directeur pour s'assurer que ça stimule l'économie. Les gens aillent emprunter et tout ça. C'est ça. Okay. L'objectif, c'est de contrôler l'inflation, mais aussi stimuler notre économie, qu'elle fonctionne, puis que les gens dépensent, puis que tout roule. Mais si on revient à nos moutons, je t'ai parlé de l'argent physique. Oui. Mais l'argent bancaire, soit ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Fait que juste écrite. Ouais. Parce qu'on estime qu'il y a seulement entre 8 et 10 % de la masse monétaire mondiale qui existe physiquement. Ouais, qui est tangible. Là, qui est tangible. Toucher. Parce que, tu sais, quand on parlait tantôt, ton 10 000 que tu as déposé, mettons qu'il était physique, mais c'est très rare. Là. C'est quand la dernière fois que tu allais déposer de l'argent physique à la banque, moi, c'était quand j'étais au primaire et qu'on faisait les petits dépôts à l'école. Les petits folios. Les petits folios, là, tu sais. Fait que... Non, moi, ça m'est arrivé parce que ma grand-mère était bien adepte de nous donner l'argent liquide, là. Je pense qu'elle avait un pusher. Moi, je l'utilisais, je la gardais dans mes poches puis je la dépensais sur l'année au complet, là. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Sinon, effectivement, des gros montants, c'était des chèques à la limite, mais sinon... C'est ça. L'argent numérique dans les comptes bancaires n'a jamais existé physiquement, dans la plupart donc dans 90% des cas. Puis le système bancaire fonctionne sur ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire ou couverture partielle. En gros, les banques commerciales ont le droit de prêter de l'argent qu'elles n'ont pas et sur lesquels elles vont quand même recevoir des intérêts. Par exemple, une hypothèque de 300 000. Ouais. Si, disons, tu as acheté une propriété, tu as mis 100 000 de cash, tu as 400 000, mettons, ta propriété, tu as mis 100 000. Là-dessus, toi, tu le donnes juste à la banque. Puis, selon qu'est-ce que l'autre personne avait payé, il va lui redonner de l'argent. Mettons qu'il avait déjà mis 100 000 lui aussi, tout simplement. Fait qu'il fait juste redonner son 100 000. Il y a un 300 000 de lousse, là, qui n'a jamais été payé par personne. Pas par l'ancien propriétaire, pas par toi,
Mais cet argent-là, il ne va pas à personne. Il n'est pas donné ou à la municipalité, il n'est pas redonné à une banque. C'est juste la banque qui fait une note en disant « Tu me dois 300 000 ». Ouais. Fait qu'ils ont créé essentiellement 300 000 de nulle part. Ouais. Jusqu'à temps que tu le rembourses. Puis là, après ça, ben, ça va faire une destruction de monnaie une fois que tu es à zéro. Mettons que tu as réussi à payer ton 300 000 au complet. Ben, ils ont créé 300 000 puis ils l'ont détruit à la fin. Fait que cet argent-là, il n'a jamais existé au début puis il n'existera plus à la fin. Tu comprends ça un peu? Oui, mais en même temps, il existera dans le sens où, tu sais, si tu t'achètes là, après une maison à 700 000... Oui, mais il existe parce que, en fait, c'est la dette qui s'efface, pas l'argent qui s'efface, c'est la dette qui existait, n'existe plus. Ouais. Essentiellement. Puis cet argent-là qui est créé, ben, il permet à l'économie de fonctionner. Le système repose sur le fait que les gens vont continuer de travailler puis rembourser leurs dettes. Fait que les banques jouent, sur la confiance que ben, on a des dettes puis qu'on va les payer, puis que les autres personnes qui n'ont pas de dette mais qui ont de l'argent de déposer vont pas la retirer. Fait que de manière globale, avec tout l'ensemble de personnes qui mettent de l'argent dans les banques, c'est comme ça que le système réussit à fonctionner. Puis c'est pour ça que les banques peuvent faire des prêts d'argent qu'ils n'ont pas, entre guillemets, parce qu'ils savent qu'il y a d'autres rentrées d'argent, ils peuvent, eux, demander des prêts de leur côté, etc. Puis ils peuvent pas en faire à l'infini, non plus, de l'inventer de l'argent. Il y a des règles de sécurité, comme des exigences de capital puis de liquidité pour éviter qu'ils prêtent trop agressivement. Fait que, comme je disais, il faut qu'ils gardent un 10% dans leur poche, là, toujours dans leur coffre, disons. Ils peuvent s'emprunter temporairement de l'argent entre elles pour régler les transferts entre banques. Puis, mettons qu'une banque se ramasse vraiment dans la merde, elle peut aussi demander à la Banque centrale, donc à la Banque du Canada, de l'argent en urgence pour gérer son stress financier temporairement. Ouais. Fait que ça, c'est les raisons qui font que le système fonctionne. Puis que tout le monde peut s'échanger de l'argent puis créer de la valeur. Mais on dirait que ça tient sur genre des cure-dents. Tout est dans la confiance. Puis là, ben, je sais pas si tu as réussi à suivre majoritairement jusqu'à date. Ouais. Parce que... Fais-moi pas passer un examen après. C'est tout. Parce que on a besoin un peu pour la suite. Ouais. Non, mais ça va, là. Je comprends l'essentiel. Parce que là, si on tombe vraiment sur les dettes des gouvernements. T'en as parlé, ben, les gouvernements prélèvent des taxes et des impôts histoire de financer les différents projets de l'État. Ouais. Ça, c'est assez clair. Ceci étant dit, il est possible qu'il y ait des projets qui coûtent beaucoup plus cher que ce que leur revenu leur permettrait dans une année, par exemple. Ouais. Tu sais, t'as à construire un 3e lien à Québec, là. Il en faut un petit pépère, là, des taxes sur des pizzas congelées, là. C'est ça. Ils pourraient couper dans tous les autres services puis augmenter dramatiquement les taxes, Mm-hmm. mais ça passerait pas nécessairement. Déjà que le 3e lien passe pas nécessairement pour tout le monde. Du coup, il faut qu'ils empruntent de l'argent. Ouais. Mais un gouvernement ne va pas emprunter de la même façon en allant à la banque que nous. Ben non, c'est sûr, là. C'est les souverains. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont émettre ce qu'on appelle des obligations. Ah! Je connais ce mot-là, j'ai aucune idée ce que c'est. Exactement, ma réaction, j'ai fait comme « Oh, tout s'explique maintenant en lisant tout ça. » Fait que c'est quoi une obligation? Ben, c'est essentiellement une demande de prêt faite par un gouvernement. Fait que l'État qui aurait, disons, besoin de 100 millions va émettre une obligation. Puis il va dire « Hey, la gang! » en disant salut à tout le monde. Là. Si vous me prêtez de l'argent aujourd'hui, je vous promets de vous verser des intérêts réguliers sur ce prêt-là, en plus de vous rembourser le prêt initial à une date fixe. Fait que c'est toujours une date fixe, une obligation. Fait que dire, j'émets une obligation de 100 millions remboursable sur 10 ans à 3% d'intérêt. Ouais. Fait que qui va acheter ça? Ben, essentiellement, des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, etc. Parce que... Les riches. Non, mais c'est les compagnies, généralement. Il y a certains pays dans lesquels tu peux, toi, en tant que citoyen, payer toi-même pour des obligations, mais tu ne payes pas le 100 millions. Tu peux dire, je te donne 10 piastres. Là. Tu comprends? C'est le même principe que les actions. Au Canada, c'est plus possible depuis 2017. Avant, on avait ce qu'on appelait les obligations d'épargne du Canada. OK. Mais ça n'existe plus. Ça avait été créé après la guerre, justement, pour faire un rattrapage. Mm-hmm. Mais ça avait baissé en popularité, puis les taux de rendement étaient trop bas. Okay. Ceci étant dit, on a encore beaucoup d'obligations au Canada. Ouais. C'est juste pas achetable directement par un citoyen. Un citoyen. Fait que tu peux avoir des obligations dans ton portefeuille d'actions que tu vas avoir pris auprès de ta banque, par exemple. Fait que dans ton portefeuille, ils vont mettre des obligations, mais c'est pas toi qui l'as acheté directement. C'est eux qui vont placer ton argent. Okay. C'est par la banque parce qu'ils vont mettre plein de gens dans le même moton, par exemple, pour essayer de financer tout ça. C'est à coût de 10 piastres qu'on fait des 100 millions. Oui, ben eux, ils mettent plus que des 10 piastres, probablement. Fait qu'à la question, à qui est-ce que le gouvernement doit de l'argent? La réponse, c'est... À moi! Pas mal tout le monde. Oui. Parce que ça, si vous avez des placements faits dans des institutions financières, force est d'admettre que vous avez probablement une partie de votre argent placé dans des obligations de manière indirecte. Mm-hmm. Mais c'est pas tout. Parce que même si vous n'avez pas de placement,
c'est votre cas aussi. Vous êtes un peu propriétaire de la dette du Canada parce que non seulement on paye des taxes et des impôts, mais sur chacune de nos payes, on paye aussi pour le régime des rentes du Québec. C'est quoi une rente? Les rentes, c'est essentiellement là, ce que les TV ils reçoivent là, chaque mois. Là. OK, c'est ça. C'est comme, pas leur fonds de pension, mais oui, c'est ça. Exactement. Mais la version du gouvernement, parce que tu peux avoir ton fonds de pension qui est la version employeur. OK, ouais. Puis les deux vont placer leur argent dans les obligations. En fait, le régime des rentes ne va pas placer directement de l'argent dans les obligations. La majorité de leur argent, ils vont le donner dans des rentes aux personnes âgées. Mais il y a une partie qu'ils redonnent à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Oui! Une autre affaire qu'on a déjà entendu parler, qu'on ne sait pas trop ce que ça fait. Oui. Fait qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent. J'imagine qu'ils font des dépôts et des placements, mais... Exactement. Fait qu'ils prennent une partie de l'argent qu'on a donné au régime des rentes du Québec, qu'ils vont placer dans des portefeuilles d'actions et dans des obligations pour essayer de faire fructifier l'argent qu'on leur a donné pour être capable de payer plus facilement les rentes dans le futur. Parce que le but, c'est tout le temps de faire plus de cash. Ben là, c'est d'avoir assez d'argent pour nous payer, nous autres, quand on va être vieux et qu'on ne voudra plus travailler. Fait que c'est ça, tous les Québécois investissent dans les obligations du Canada, fait que le gouvernement nous doit un peu d'argent. Bon, là, certains diraient, gérez mieux nos finances initialement, fait que vous n'aurez pas besoin de faire des obligations, puis comme ça qu'on rachète, puis blablabla, puis c'est interminable, là, dans tout ça. Vous avez raison, hein? On s'entend. Mais pourquoi ça marche, ce système-là? Parce que la dette du Canada est de 1475 milliards. Oh! Fait que c'est à peu près 44 000 par contribuable. 44 000? Oh oui. On considère les personnes... Ah oui, les bambins en font partie, là. Imagine, t'accueilles un nouvel enfant. Tu nous dois 44 000. T'es comme, bonjour, bienvenue au monde, tu nous dois 44 000 $. Fait que, raison de plus pourquoi qu'on a besoin des obligations et non juste demander de l'argent directement au contribuable, parce que ça n'aurait aucun crise de sens. Fait que, comment ça fonctionne, puis que dire, genre, un pays qui est autant dans le trou continue de fonctionner en soi? Oui, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas les pires. On n'est vraiment pas les pires. Mais c'est tout simplement parce que les institutions ont une grande confiance en la capacité des pays à rembourser. Okay. Ils savent qu'un gouvernement, ça va continuer de taxer sa population puis utiliser cet argent-là pour payer les intérêts à chaque année. Ouais. Fait que c'est pas mal moins risqué que, mettons, d'investir dans des actions volatiles. Ou genre Kevin de Joliette qui... Quoi? Je sais pas. Là, je vois que je t'ai perdu un moment, là. Mais non, ils ont plus confiance en nos gouvernements qu'en Kevin. Oui, mais pourquoi ils investiraient dans Kevin? C'est les banques nationales, là, tu sais. Mais je sais pas. Anyway. Kevin, il a bien le droit de demander un prêt. Je vois que je t'ai brisé tranquillement dans ma partie, là. Mais bon, continuons. L'hiver a été long, la gang. Fait qu'ils ont confiance que le gouvernement va être capable de payer son 3% de rendement à chaque année. Ouais. Fait qu'ils disent comme, OK, mais c'est correct, t'es endetté, mais je vais te donner de l'argent. Fait qu'ils continuent de leur prêter, peu importe. Et ça, tu dis, un moment donné, s'ils arrivent au bout, puis ils ont encore 1400 milliards de dettes, peut-être qu'ils sont pas capables de payer leurs obligations. En fait, les gouvernements peuvent aussi refinancer leurs dettes avec des nouvelles obligations pour payer l'ancienne obligation, tu comprends? C'est comme s'ils réhypothéquaient notre pays, dans le fond. Exactement, c'est un peu ça. Mettons, on simplifie, c'est un peu ça. Fait que tout est encore une fois une question de confiance, que tout ne va pas s'écrouler autour de nous. Fait que nous, on fait confiance, les banques ont confiance en nous, qu'on va pas aller tout retirer, puis ils ont confiance que les pays vont être capables de runner encore leur pays, puis être capables de prélever des taxes encore une fois. Mais il y a des exemples que ce pari-là n'a pas réussi. Par exemple, la Grèce en 2008. Oui. Le pays avait émis énormément d'obligations avant la crise. Puis on s'est rendu compte, après celle-ci, qu'il y avait un peu caché la véritable dette du pays. Ouais. Fait que là, les investisseurs, ils n'avaient plus vraiment confiance au pays. Fait ils ont dit, non, moi, j'investis plus dans tes obligations ou il faut que tu augmentes vraiment beaucoup tes taux d'intérêt pour que j'aie envie de donner de l'argent à ton pays. Ouais, puis là, au final, c'est la population qui est impactée aussi. C'est ça, parce que là, la population qui travaillait presque plus pendant la crise économique, là, il y a des taux d'intérêt, fait que la dette continue de monter, etc. Fait que là, ça allait pas très bien. Puis en plus, la Grèce, ils utilisaient l'euro. Ouais. Donc, ils ne contrôlaient pas leur propre monnaie. Ils ne peuvent pas essayer de réguler avec leur banque centrale en disant on fait baisser la valeur, augmenter, etc. OK, dans le fond, s'il y avait eu une monnaie grecque... Il aurait peut-être pu essayer de ralentir la situation. Fait que c'est quoi la solution dans un tel cas? C'est là qu'entre en jeu une autre affaire que vous avez déjà entendu parler mais que vous ne savez pas c'est quoi. Le Fonds monétaire international ou le FMI. Oui. Fait que c'est ça. Hein? C'est ça. Ça dit quelque chose, mais pas tant que ça.
Je sais le nom, je sais pas ce que c'est, ce que ça fait dans la vie, ce que ça mange en hiver. Ben, c'est ça. Le FMI, c'est une institution internationale financée par ses 191 pays membres, fait qu'il donne de l'argent au FMI. Ben, c'est qui a pas dit oui? Ben, je sais pas. J'ai pas fait la liste. Puis qui a pour but de s'assurer de la stabilité du système monétaire international. Ouais. Puis, ben, écoute, un pays qui fait banqueroute, c'est pas bon pour un système mondial, je te dirais. Effectivement. Fait que dans des cas comme ça, le FMI peut intervenir et prêter de l'argent à ce pays-là à condition de mesures d'austérité sévères. Fait que, tu sais, des coupes budgétaires, hausse des taxes, réformes économiques, etc. Fait qu'ils font pas juste vous donner de l'argent freely. Fait qu'ils vont dire genre, OK, on va te sauver du trou, mais change vraiment ta fonction de faire, puis augmente vraiment. Fait que c'est ça qui est arrivé en Grèce, puis ils ont sauvé, puis il y a aussi d'autres investisseurs d'autres pays, etc. Mais essentiellement, c'est ça qui fait que le système ne s'écroule pas, disons. Fait que voilà, le système bancaire et d'investissement du gouvernement est un peu démystifié. Ouais, quand même. Mais il nous manque une anomalie avant de terminer cet épisode, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est vrai, t'as dit que t'allais en parler. Merde. C'est ça. Tu sais, quand je te disais que la dette du Canada était de 1475 milliards. C'est sûr, c'est de la petite bière. Les États-Unis, c'est 38 500 milliards. Ah, sacrément. Ben, en même temps. Mais... Am I even surprised? Fait, comment ça s'écroule pas, ce maudit pays-là? Ouais, pourquoi c'est... Ben là, c'est plus tellement la première puissance mondiale. Je sais pas. C'est-tu encore considéré comme ça? C'est la plus grande puissance économique. T'sais. Attends, t'es en train de me dire qu'un pays qui a 38 fois plus de dettes que nous est vu comme le modèle, l'exemple à suivre? Que on peut dire bonjour aux GAFA ouais. qui rapportent des milliards et des milliards. Fait que non, ça c'est sûr, mais... Le monde a confiance à l'économie, ou du moins d'être capable de payer les intérêts. Ils s'en crissent du reste. Fait que les gens vont continuer de le faire, mais c'est aussi surtout parce que le dollar américain, c'est l'argent qui est utilisé comme monnaie principale pour les échanges internationaux. Ouais. Fait que si tu laisses les États-Unis s'écrouler, c'est tout le reste qui s'écroule. Ouais. Fait qu'on accepte un peu qu'ils soient fucking caves avec la gestion de leur argent parce que, ben, c'est payant. On accepte qu'il soit notre Kevin. C'est ça. Notre Kevin qui met tout l'argent au casino, mais quand t'es propriétaire du casino, tu te dis, OK, tu sais, c'est... Fait que voilà ce qui conclut cet épisode. Faites-en ce que vous voulez des États-Unis. Comprenez maintenant pourquoi qu'on réussit à flotter, parce que dans le fond, tout le monde doit de l'argent à tout le monde, puis la dette, c'est un peu un concept qui existe dans nos têtes, puis que le système bancaire, au final, c'est un peu fictif. C'est vraiment le meme de Spider-Man, là. C'est comme, je te dois de l'argent, mais tu m'en dois aussi, là. T'sais. Exactement. Puis les banques se pointent, puis pointent en pays, puis voilà. Fait qu'en gros, c'est juste que tout est tellement entremêlé que, ben, nous, on n'a pas le choix d'être mêlés aussi. Mais écoutez, c'est ce qui conclut notre épisode financier. Hein? Oui, c'est ça. On en avait déjà parlé un petit peu, c'est ça, dans l'épisode de Crésus. Mais pas de la même façon. Des crypto-monnaies et tout ça, de l'économie, ouais. Mais si par contre vous avez aimé cet épisode, on vous invite à évidemment le liker, à vous abonner aussi. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. On est même sur Deezer. Je suis jamais allé voir les stats. Parlez-en à vos matantes. Hein? Je suis sûr que nos matantes aimeraient ça. Là. On a un gros fanbase de maman de nos amis. Oui, effectivement. Parlez-en à vos amis, maman de nos amis. Oui, c'est ça. Continuez d'en parler. Parlez-en à vos mamans aussi. Parce que c'est ça. C'est notre public cible, faut croire. Je sais pas. Puis sinon, ben, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Yes. On est sur toutes les plateformes. On fait des capsules de plus ou moins 1 minute aussi sur des fun facts comme ça. Puis, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Salut la gang! Bye!